Le silence. Ce fut la première chose que j'ai remarquée après que tout fut terminé. Non pas le silence paisible d'une maison endormie, mais le silence lourd et creux qui s'installe lorsqu'une vie entière est rangée dans des boîtes et des souvenirs. Mon cher Manfred est parti il y a 6 mois, et la maison que nous avons construite ensemble, brique après brique, rire après rire, ressemblait désormais à un mausolée pour nos rêves. Chaque pièce résonnait de son absence. Le fauteuil en cuir du salon, avec l'empreinte permanente de ses épaules, la faible odeur de sa pipe qui flottait encore dans le bureau, son côté du lit, intact et froid. Je me noyais dans un océan de souvenirs, et le deuil était une ancre qui me tirait vers le fond. Ce fut par un dimanche particulièrement gris que Jonas, mon fils unique, et son épouse, Marie, sont venus me rendre visite. Ils sont entrés avec cet air de préoccupation apprise que les jeunes ont souvent lorsqu'ils ont affaire aux plus âgés et aux endeuillés. Ils ont apporté un gâteau au maïs, mon préféré, et le sourire de Marie était aussi doux que le glaçage à la goyave. « Maman, nous n'aimons pas te voir comme ça, si seule dans cette grande maison, » a commencé Jonas, me tenant la main. Sa main était grande et forte, comme celle de Manfred. J'ai fermé les yeux un instant. Marie s'est assise de l'autre côté de moi, son parfum floral emplissant l'air. Jonas et moi, nous parlions, et nous pensions, nous t'aimons, et nous voulons que tu sois heureuse à nouveau. Nous voulons prendre soin de toi. Mon cœur, un muscle fatigué et douloureux, a fait un petit bond d'espoir. Prendre soin, quel beau mot! Pendant tant d'années, j'ai été celle qui prenait soin des autres. J'ai pris soin de Jonas quand il était un petit garçon aux genoux écorchés et aux cauchemars. J'ai pris soin de Manfred durant ces derniers jours, lorsque la maladie lui a volé sa force, mais jamais l'éclat de ses yeux. L'idée d'être soigné était un baume. « Nous pensons acheter une maison, maman », a dit Jonas, les yeux brillants d'excitation. « Un endroit à nous, avec un jardin pour les enfants qui, si Dieu le veut, viendront. Un endroit avec assez d'espace pour tout le monde. » Marie a complété la phrase, comme s'ils avaient répété. « Un endroit avec une chambre spéciale, rien que pour toi. Un endroit où tu ne te sentiras plus jamais seul. » L'image qu'ils ont peinte était idyllique. Un jardin, le son des rires de petits-enfants que je ne connaissais pas encore, la compagnie de mon fils. C'était un antidote au silence, à la solitude, mais il y avait un obstacle, l'ombre qui planait sur tous les rêves de la classe ouvrière, l'argent. « C'est merveilleux, mes enfants, » ai-je dit, la voix un peu tremblante. « Mais une maison, c'est un engagement si important. Avez-vous les économies pour cela ?» Jonas et Marie se sont échangés un regard. Ce fut un regard rapide, presque imperceptible, mais qui contenait toute une conversation. C'est alors que la proposition est venue, enveloppée de mots d'amour et de préoccupation. « Maman, » a dit Jonas, la voix basse et sérieuse, « nous connaissons l'assurance vie de papa. Nous savons qu'il l'a laissée à madame pour garantir son confort. » Il fit une pause, comme s'il choisissait ses mots avec le soin d'un chirurgien. « Et si vous nous aidiez, investissiez en nous, en notre famille, ce serait un investissement dans votre propre avenir, dans votre bonheur. » L'assurance vie, 180 000 €. Manfred avait travaillé dur pour chaque centime de cet argent. « Pour que tu ne dépenses jamais de personne, ma chérie, » m'avait-il dit, quelques semaines avant de partir, « pour que tu aies ta paix. » La proposition de Jonas semblait contredire directement le souhait de son père. Mais en même temps, quelle paix avais-je dans cette maison vide? Quel réconfort dans la solitude? Peut-être que Manfred, avec sa sagesse pratique, aurait convenu que la meilleure façon de garantir ma paix était d'être entouré de ma famille. Marie, percevant mon hésitation, posa sa main sur la mienne. Elle était douce et chaude. « Ma pensez-y comme une affaire de famille, » dit-elle, avec son sourire le plus charmant. « Vous ne nous donneriez pas l'argent, vous seriez en train d'acheter votre part de la maison, une part de notre avenir, et nous ferons une promesse solennelle. Vous aurez toujours un toit au-dessus de votre tête, une place à notre table, pour toujours. Nous prendrons soin de vous comme vous prendriez soin de nous. Pour toujours. » Le mot résonna dans mon esprit. C'était une promesse puissante, un serment. Je regardais le visage de mon fils, le garçon que j'avais bercé dans mes bras, et sa femme, qui semblait si sincère. Je voulais les croire.
J'avais besoin de les croire. L'alternative était le silence, la maison vide, la solitude. Cette nuit-là, je dormis mal. Je me retournais dans mon lit, le fantôme de Manfred à mes côtés. Que dirait-il? Il a toujours été prudent, surtout avec l'argent. Fais confiance, mais vérifie, était l'un de ses leitmotivs. Mais comment pourrais-je demander un contrat à mon propre fils? Comment pourrais-je traiter un acte de construction familiale comme une transaction commerciale froide? Cela empoisonnerait tout dès le début. Finalement, le désir d'appartenir, d'être nécessaire, d'échapper à la prison de mon deuil, vainquit la prudence. La semaine suivante, je suis allé à la banque. Le directeur, un homme gentil qui connaissait Manfred depuis des années, leva un sourcil lorsque j'expliquais ce que je comptais faire. « Vous êtes sûre, Madame Hélène? C'est une somme considérable. Toute votre sécurité. C'est un investissement dans ma famille, Monsieur Schmidt, répondis-je, avec plus d'assurance que je n'en ressentais. Ils prendront soin de moi. Le transfert fut effectué. 180 000 €. Le travail d'une vie entière de Manfred, transformé en un nombre digital qui disparut de mon compte et réapparut sur celui de Jonas. Je ressentis un frisson, une sensation de vertige, comme si j'étais debout au bord d'une falaise. Mais ensuite, l'image du jardin, des rires des petits-enfants revint à mon esprit et je me forçais à sourire. La recherche de la maison fut rapide. Jonas et Marie en avaient déjà une en tête, une maison à 2 étages dans un quartier calme, avec un petit jardin à l'arrière. Elle était jolie, je devais l'admettre. Lorsque nous l'avons visitée, ils distribuaient déjà les papiers. « Voici notre chambre », dit Marie, désignant la suite parentale à l'étage. « Et là, la chambre du bébé. » Ils m'ont conduite au rez-de-chaussée, dans une chambre à côté de la cuisine. Elle était petite, avec une seule fenêtre donnant sur le mur de la maison voisine. L'air était un peu humide. « Et voici la vôtre, maman », dit Jonas, avec un enthousiasme un peu forcé. « Accès facile, pas d'escalier à monter, vous aurez votre intimité. »« C'est parfait », murmurai-je, essayant d'ignorer la sensation d'être mise de côté, comme un vieux meuble qui ne va pas avec la nouvelle décoration. Le déménagement a été un tourbillon. J'ai emballé des décennies de vie dans des cartons. Chaque objet, une histoire. Le vase que Manfred et moi avons acheté pendant notre lune de miel en Italie, les photos en noir et blanc de mes parents, les dessins d'enfants de Jonas. J'ai dû laisser beaucoup de choses derrière moi. « Il n'y a pas de place, maman », disait Marie, avec une délicatesse qui coupait comme du verre. La nouvelle maison a un style plus minimaliste. Minimaliste. On aurait dit que toute ma vie était en train d'être minimalisée. Le jour où j'ai emménagé dans ma nouvelle chambre, ils m'ont aidé à défaire mes valises. Le soir, nous nous sommes assis pour notre premier dîner ensemble dans la nouvelle maison. Jonas a ouvert une bouteille de vin pour fêter ça. « À votre santé », dit-il, levant sa coupe, « à notre nouvelle maison et à la meilleure mère et belle-mère du monde qui a rendu tout cela possible. » Marie sourit et toucha sa coupe à la mienne. « À la famille ?» dit-elle. Je lui ai souri en retour, le cœur serré. J'avais fait le bon choix. J'avais échangé une maison vide contre une famille. J'avais investi dans mon avenir, dans mon bonheur. Le silence avait été brisé. Je n'étais plus seul. À ce moment-là, sous la lumière chaude de la nouvelle salle à manger, j'y ai cru de toutes mes forces. Je me suis accroché à leurs promesses comme un naufragé s'accroche à un morceau de bois, pour toujours. Je ne pouvais pas savoir alors que la mer dans laquelle j'étais sur le point d'entrer était beaucoup plus traîtresse que la solitude que j'avais laissée derrière moi, et que leurs promesses étaient aussi fragiles que l'écume des vagues. Les premières semaines ont été comme un rêve fiévreux de domesticité. Une routine s'est installée avec la facilité d'une rivière qui trouve son lit. Je me réveillais tôt, l'habitude d'une vie entière, et je préparais le café pour nous trois. L'odeur du pain grillé et du café frais emplissant la maison était ma petite contribution, ma façon de dire merci, et j'appartiens ici. Jonas partait pour le travail, et Marie, qui travaillait à la maison comme graphiste, restait. Nous nous échangions des politesses, nous parlions du temps, des nouvelles. Cela semblait normal, confortable. Je me disais que j'avais fait le bon choix. La première fissure est apparue de façon si subtile que je ne l'ai presque pas remarquée.
C'était à cause d'une photographie, un portrait de Manfred et moi, pris lors de notre 25e anniversaire de mariage. Nous étions en croisière, le soleil de la Méditerranée sur nos visages, et nous avions un sourire sincère, insouciant. Je l'avais encadré dans un cadre argenté et placé sur l'étagère du salon, à côté d'un vase moderne que Marie avait acheté. Pour moi, c'était l'union parfaite du passé et du présent, la racine familiale qui permettait à la nouvelle fleur de s'épanouir. Un après-midi, en rentrant du marché, j'ai remarqué que la photo n'était plus là. Mon cœur a fait un bond. J'ai cherché dans le salon, dans la cuisine, et finalement je l'ai retrouvée sur la commode de ma chambre, la chambre du rez-de-chaussée. « Marie » ai-je appelé, essayant de garder la voix calme. Elle est apparue à la porte de la cuisine, se séchant les mains avec un torchon. « Oui, Hélène !» Son sourire était éclatant, mais il n'atteignait pas ses yeux. « La photo, celle de Manfred et moi, pourquoi est-elle dans ma chambre ?»« Ah, ça !» a-t-elle dit avec un petit rire. « Je réorganisais l'étagère, vous savez, en essayant de garder une ligne épurée et minimaliste. Je trouvais que le cadre argenté ne s'accordait pas très bien avec les détails en cuivre que j'utilise. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé un endroit parfait pour elle dans votre chambre, où madame pourra la voir tout le temps. » Elle parlait comme si elle me rendait service. Et que pouvais-je dire ? Que la photo n'était pas seulement pour moi, mais pour rappeler à tous, à Jonas, d'où il venait. Que l'héritage de son père n'était pas un accessoire de décoration qui pouvait être mis de côté parce qu'il ne s'accordait pas. Dire cela me ferait passer pour une vieille femme amère et sentimentale. Alors, j'ai avalé mes paroles et forcé un sourire. Bien sûr, merci d'y avoir pensé. À partir de ce jour-là, les petites réorganisations de Marie sont devenues plus fréquentes. Le vase que j'avais apporté de ma vieille maison, une pièce de céramique que Manfred m'avait offerte, a fini au fond d'un placard. « C'est un peu trop rustique pour le salon, vous ne trouvez pas, Hélène ?» a-t-elle dit. Mes livres de recettes, avec des annotations et des tâches d'une vie entière passée à cuisiner pour ma famille, ont été retirés de la cuisine. Avec Internet, qui a besoin de livres en papier, n'est-ce pas? Ils prennent tellement de place. Chaque objet à moi qui disparaissait des pièces communes était comme une petite partie de moi qui était effacée de la maison. J'étais subtilement confiné à ma petite chambre du rez-de-chaussée, mon identité contenue dans ces 4 murs. Jonas semblait indifférent à tout cela. Lorsque j'ai essayé, avec beaucoup de précaution, d'aborder le sujet, il m'a congédié d'un geste de la main. « Maman, vous y pensez trop. Marie a simplement bon goût. Elle essaie de rendre la maison jolie pour nous tous. La maison est aussi la sienne. Elle est aussi la mienne, Jonas, ai-je dit à voix basse. Souvenez-vous de notre accord. Et personne ne dit le contraire, a-t-il répondu, déjà un peu impatient. Mais vous devez comprendre que les choses changent. Il faut être un peu plus flexible. Flexible. Le mot qu'on utilise quand on veut que quelqu'un se plie jusqu'à ce qu'il casse. La dynamique entre nous a commencé à changer de manière plus palpable. Les conversations matinales dans la cuisine sont devenues plus courtes. Marie apparaissait souvent déjà avec ses écouteurs, tapant frénétiquement sur son ordinateur portable, créant une barrière invisible. Les dîners en famille, qui au début étaient l'encre de ma journée, sont devenus moins fréquents. « On est épuisé aujourd'hui, maman », disait Jonas. « On va commander une pizza et la manger en regardant une série dans notre chambre. » La question « Madame veut un morceau » arrivait rarement. J'ai commencé à préparer ma propre nourriture, à manger seul dans la cuisine en entendant leur rire venant de l'étage. Le silence que je craignais tant revenait, mais cette fois il était plus cruel, car c'était un silence imposé, ponctué par le bonheur des autres dont je ne faisais pas partie. Le coup le plus douloureux est arrivé le mois dernier. J'ai toujours adoré le jardinage. C'était ma thérapie, ma connexion avec la terre. Le petit jardin du fond était une des raisons pour lesquelles j'avais accepté cette maison. Je rêvais de planter des tomates, des herbes, peut-être quelques roses, comme celles que Manfred avait l'habitude de m'apporter. J'ai commencé à préparer un petit carré dans un coin. J'ai acheté de la terre, quelques graines. J'ai passé un après-midi entier à genoux, sentant la terre sous mes ongles. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti en paix. Le lendemain, je me suis réveillé et j'ai vu que mon carré avait été recouvert d'une bâche noire et de pierres blanches.
À l'endroit où je prévoyais mes tomates, il y avait maintenant un ensemble de meubles de jardin en métal blanc, d'aspect froid et moderne, et l'une de ces cheminées d'extérieur. Je suis resté immobile à la porte du fond, le cœur martelant dans ma poitrine. Il n'y avait aucun moyen de mal interpréter cela. C'était une déclaration. Quand Marie est finalement descendue, je l'ai confrontée. Cette fois, il n'y avait aucun moyen d'être subtil. Le jardin, où sont mes affaires? Elle a soupiré, un long soupir théâtral de quelqu'un qui a affaire à un enfant têtu. Hélène, je t'ai dit que nous avions des plans pour le jardin, un espace lounge. Tu ne peux pas simplement décider de creuser un trou et de planter des légumes. Ça gâche tout le design. Ça gâche le design? Ma voix est sortie plus haut que je ne l'avais prévu. Marie, c'était un petit coin, un endroit pour moi. C'était la seule chose que j'avais demandé. Et nous te donnons un toit, de la nourriture, la sécurité, a-t-elle rétorqué, la douceur disparaissant complètement de sa voix, remplacée par un ton acerbe et ressenti. On pensait que ça serait suffisant. Apparemment, on a été naïve en pensant que tu serais reconnaissante. Le mot « reconnaissante » m'a frappé comme une gifle, reconnaissante d'être lentement expulsée de la vie familiale que j'avais moi-même financée, reconnaissante d'être traitée comme un fardeau, un meuble encombrant. La dispute s'est terminée avec l'arrivée de Jonas à la maison qui a essayé de jouer les pacificateurs. « Calmons-nous tous », a-t-il dit, sans me regarder dans les yeux. « Maman, s'il te plaît, ne commence pas une dispute. Marie est très stressée par le travail. Il l'a défendu. Il n'a même pas demandé mon point de vue. À ce moment-là, j'ai compris. Ce n'était pas seulement Marie. C'était aussi Jonas. Il avait choisi un camp, et ce n'était pas le mien. Il laissait faire, peut-être même encourageait-il. Mon investissement n'avait pas acheté une part de la famille. Il avait acheté ma propre obsolescence. Je me suis retiré dans ma chambre, le sanctuaire et la cellule qu'il m'avait assignée. La porte s'est refermée, et les larmes que je retenais ont enfin coulé. C'étaient des larmes de tristesse, oui, mais aussi de colère. Colère contre moi-même, pour mon ingénuité, pour mon besoin désespéré de ne pas être seul. Je me suis allongé sur le lit, le visage enfoui dans l'oreiller, et l'écho de leurs promesses se moquait de moi. Pour toujours, ils prendraient soin de moi, pour toujours. Maintenant je voyais la vérité. Il ne voulait pas prendre soin de moi. Il voulait ce que j'avais. Et maintenant qu'il l'avait, je n'étais plus qu'une chose encombrante, un rappel gênant de l'accord qu'il n'avait plus l'intention d'honorer. Le silence dans ma chambre était profond, mais dehors, j'entendais encore le son lointain de leurs voix et de leurs rires, et j'ai su, avec une clarté terrible et froide, que je devais cesser d'être conciliante, avant de me briser complètement. La nuit qui a suivi la dispute au sujet du jardin a été une longue et insomnie traversée d'un océan d'humiliation et de fureur. Les larmes avaient séché, laissant à leur place une croûte salée sur ma peau et une froideur tranchante dans ma poitrine. Je n'ai plus pleuré. Pleurer était une faiblesse que je ne pouvais plus me permettre. Le deuil de la perte de mon illusion était terminé. Commençait maintenant le temps de la stratégie. Le son des rires venant de l'étage, qui auparavant me poignardait avec la douleur de l'exclusion, sonnait différemment maintenant. Il sonnait comme l'arrogance des vainqueurs qui célèbrent trop tôt. Ils avaient sous-estimé la femme qui avait élevé l'homme que Jonas était devenu, la femme qui avait géré une maison et un budget familial pendant plus de 40 ans, la femme qui avait survécu à la perte de l'amour de sa vie. Ils me voyaient comme une vieille dame sentimentale et docile. Ils étaient sur le point de découvrir à quel point ils se trompaient. Le lendemain matin, je me suis levé avant le soleil, comme toujours. Mais ma routine avait changé. Je ne suis pas allé à la cuisine préparer le café pour 3. Je suis allé dans ma chambre. J'ai fermé la porte et j'ai préparé mon propre café dans une petite cafetière italienne que je gardais, vestige d'un voyage à Rome avec Manfred. L'arôme a rempli seulement mon espace, une petite déclaration d'indépendance olfactive. J'ai bu le café fort et amer, assise au bord de mon lit, et j'ai élaboré un plan. La colère était un carburant, mais sans carte. Elle ne ferait que brûler sans direction. J'avais besoin d'une carte. La première étape était l'information. J'avais été stupide, impardonnablement stupide. La transaction de la vente de ma maison et le transfert de l'argent à Jonas avaient été faits avec la confiance aveugle d'une mère. Il y avait des papiers, bien sûr. Des relevés bancaires, le contrat de vente de mon appartement.
mais notre accord, la promesse de soins éternels, avait été scellée par des embrassades et des paroles douces, et non par l'encre d'un notaire. Ou serait-ce le contraire? J'ai essayé de me souvenir. Jonas, toujours pragmatique, avait insisté pour rédiger quelque chose. Juste pour que tout soit clair, maman, pour votre propre sécurité, avait-il dit. À l'époque, ce geste m'avait paru une preuve de son attention. Maintenant, je voyais qu'il pourrait être mon unique arme. Où était ce document? Je savais que Jonas gardait ces documents importants dans un petit bureau qu'il avait aménagé dans la chambre d'amis à l'étage. Y entrer serait un risque. Marie travaillait à la maison, et ses mouvements étaient imprévisibles. J'ai attendu. La patience, je l'avais apprise avec Manfred, était la vertu des chasseurs et des jardiniers. Je suis devenue une chasseuse. J'ai passé la matinée à agir d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas, avec une froide et distante politesse. Lorsque Marie est descendue, j'avais déjà lavé ma tasse et je lisais un livre dans ma chambre. « Bonjour, Hélène », a-t-elle dit avec une note de prudence dans la voix, probablement en attendant plus de larmes ou d'accusations. « Bonjour, Marie », ai-je répondu, sans lever les yeux de mon livre. Le silence qui s'est installé était lourd, dense. Mon indifférence la déconcertait plus que ma douleur. Lorsque Jonas est parti pour le travail, nous avons à peine échangé 2 mots. Il semblait coupable, évitant mon regard. Bien. La culpabilité était une brèche dans son armure. L'occasion s'est présentée vers midi. Marie a annoncé qu'elle devait sortir pour une réunion avec un client et qu'elle irait ensuite à la salle de sport. Je ne sais pas à quelle heure je reviens. Ne m'attendez pas pour le déjeuner, a-t-elle dit depuis la porte. La nouvelle m'a semblé la plus belle des symphonies. Dès que le bruit de sa voiture a disparu dans la rue, je suis passé à l'action. Mon cœur battait fort, non pas de peur, mais d'adrénaline. J'ai monté les escaliers, un territoire que j'explorais rarement, me sentant comme une intruse dans ma propre maison financée. Le bureau de Jonas était organisé, minimaliste, comme tout ce que Marie touchait. Dossiers, classeurs, tout était à sa place. J'ai commencé à chercher. Le temps était mon ennemi. Chaque bruit de la rue me faisait sursauter. J'ai regardé dans des dossiers intitulés « Comptes, impôts, personnel ». Rien. Finalement, j'ai vu une boîte en bois foncé au fond d'une armoire, sous quelques piles de magazines de design. Elle n'avait pas d'étiquette. Elle semblait ancienne, personnelle. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, mélangé à de vieilles photos de l'enfance de Jonas et à des lettres que je lui avais écrites lorsque j'étais à l'université, j'ai trouvé une pochette plastique transparente. Et voilà, un document de 2 pages intitulé « Accord familial privé ». Mes mains tremblaient tandis que je lisais. Le langage était simple, ce n'était pas un jargon d'avocat. Il stipulait que moi, Hélène Martin, transférerais la somme de X. Le montant exact de la vente de mon appartement était là, indiqué en rayé, sur le compte joint de Jonas Martin et Marie Lacerda. En échange, il s'engageait à me fournir le logement, la nourriture et tous les soins et le soutien nécessaires pour le reste de mes jours, dans la résidence qui serait acquise avec lesdits fonds. C'était signé par nous 3. Je me suis souvenu du jour. Nous étions dans la cuisine de mon ancien appartement, parmi des cartons de déménagement. Ils m'ont donné un stylo et on sourit. Ma signature était là, un peu tremblante. Les leurs, fermes et confiantes. J'ai photographié chaque ligne du document avec mon téléphone portable. En zoomant pour m'assurer que tout soit lisible, j'ai envoyé les images à ma propre adresse email avec pour objet « police d'assurance ». Puis, j'ai supprimé les photos de mon téléphone. J'ai remis le document exactement où je l'avais trouvé et j'ai rangé tout le bureau, sans laisser la moindre trace de ma présence. J'ai descendu les escaliers, le cœur toujours accéléré, mais maintenant avec un rythme de triomphe. Je n'étais pas folle. La promesse était réelle et elle était écrite. La deuxième étape était de chercher un conseil extérieur, des amis. Je m'étais éloigné de beaucoup, impliqué d'abord dans le deuil de Manfred, puis dans la logistique du déménagement et dans la tentative de m'intégrer à ma nouvelle famille. Il y avait une personne, cependant, qui n'accepterait pas un « non » comme réponse. Lucie, mon amie depuis ma jeunesse, marraine de Jonas, une femme divorcée, indépendante et avec une langue aussi acérée que son esprit. Elle m'avait mis en garde, gentiment,
au sujet de l'accord. « Hélène, le cœur est traître, mais le papier est patient », m'avait-elle dit. Je n'avais pas écouté. J'ai rassemblé tout mon courage et j'ai composé son numéro. « Allô ?» Sa voix a retenti, forte et claire comme toujours. « Lucie, c'est Hélène. » Il y a eu une pause. « Hélène, pour l'amour du ciel, femme, j'ai cru que tu avais été enlevée. Comment vas-tu? Pourquoi as-tu disparu ?» La véritable inquiétude dans sa voix a ouvert une écluse que je gardais fermée. « Lucie, j'ai besoin d'aide. J'ai fait une grosse bêtise. J'ai tout raconté. La promesse, la vente de la maison, le déménagement, puis les fissures, la photo, les objets, l'exclusion, culminant dans la destruction de mon jardin et dans la parole cruelle de Marie, ingrate. J'ai parlé pendant près d'une demi-heure, un monologue de douleur et de désillusion. Lucie a écouté patiemment, interrompant seulement par un « salaud » ou un « je n'y crois pas ». Quand j'ai terminé, le silence de l'autre côté de la ligne était lourd. « Hélène », a-t-elle dit finalement, et sa voix n'avait pas de pitié, mais de l'acier. « Premièrement, arrête de te culpabiliser. Tu as agi par amour, et ils ont agi par cupidité. Il n'y a pas d'équivalence morale là-dedans. Deuxièmement, as-tu retrouvé le papier? L'accord que vous avez signé? Oui, ai-je répondu, sentant une vague de soulagement. Je l'ai retrouvé aujourd'hui. J'ai tout photographié. Génial! S'est-elle exclamée, et je pouvais l'imaginer gesticuler. Ça change tout! Ce n'est plus un drame familial, ma chérie, c'est une rupture de contrat. Tu n'es pas une locataire ingrate, tu es une investisseuse qui a été escroquée. Tu as besoin d'un avocat. Le mot « avocat » m'a effrayé. Cela signifiait la guerre, une guerre contre mon propre fils. Mais Lucie, Jonas est mon fils, et il se comporte comme tel. Il vous honore et vous protège. Ou laisse-t-il sa femme vous effacer de votre propre maison? Hélène, Manfred ne voudrait pas ça pour vous. Il voudrait que vous vous battiez. Pour votre argent, pour votre dignité, pour votre avenir. La mention de Manfred fut le coup de pouce dont j'avais besoin. Elle avait raison. Manfred ne tolérerait jamais que je sois traité comme un paillasson. C'était un homme gentil, mais avec une colonne vertébrale de fer. Et il attendrait la même chose de moi. « Vous avez raison, dis-je, la voix plus ferme. « Bien sûr que j'ai raison, dit Lucie. J'ai un nom pour vous, Dr Alice Mendonça. Elle est spécialiste en droit de la famille et des successions. C'est une lionne. Ne mentionnez rien à Jonas, ni à cette belle fille au design minimaliste et au cœur de pierre. Rassemblez tout ce que vous avez. Les relevés bancaires montrant le transfert d'argent, le contrat de vente de votre appartement et les photos de cet accord familial. Prenez rendez-vous, juste pour connaître vos options. Le savoir, c'est le pouvoir. Hélène. » J'ai raccroché le téléphone, me sentant 10 kilos plus légère et, en même temps, avec un nouveau poids sur les épaules, le poids de l'action. Il ne s'agissait plus de survivre chez eux. Il s'agissait de construire ma voie de fuite. Cet après-midi-là, lorsque Marie est revenue, j'étais assise dans le salon, sur le canapé principal, en train de lire mon livre. C'était un petit geste, mais significatif. Je n'étais plus confiné à ma chambre. Quand elle a posé son sac de sport par terre et a soupiré en me regardant, je l'ai simplement regardée et lui ai adressé un petit sourire énigmatique avant de retourner à ma lecture. Je n'ai pas offert mon aide. Je n'ai pas demandé comment s'était passée sa journée. J'ai simplement occupé l'espace. La confusion sur son visage était évidente. Elle attendait une vieille femme vaincue, mais elle a trouvé une présence calme et inébranlable. La bataille silencieuse avait commencé. Le soir, au dîner, je me suis servi la première. Je me suis assise à table et j'ai commencé à manger, qu'il soit prêt ou non. Jonas a essayé d'engager la conversation. « La journée a été calme, maman ?»« Très productive, mon chéri. »« J'ai mis quelques pensées en ordre, » ai-je répondu, avec une clarté qui l'a fait cligner des yeux. Je savais que le chemin à parcourir serait difficile et douloureux. Affronter mon fils devant un tribunal était un cauchemar, mais l'alternative, dépérir et disparaître dans une chambre du rez-de-chaussée, transformée en fantôme par ma propre famille, était une mort dans l'âme que je n'étais plus disposé à accepter. J'avais été flexible, comme Jonas me l'avait demandé. Je m'étais plié. Mais comme une barre de métal pliée à plusieurs reprises, je ne me suis pas brisé.
J'avais accumulé de la tension et j'étais prête à rebondir, avec une force qu'il ne pourrait jamais prévoir. Dans ma chambre ce soir-là, il n'y avait pas de larmes. Il n'y avait que l'écran de mon téléphone portable, éclairant le numéro de téléphone de la docteure Alice Mendonça. J'étais Hélène Martin et j'étais prête à me battre. Après l'incident dans le jardin, quelque chose en moi s'est solidifié. Le deuil de Manfred était une vieille cicatrice. Maintenant, je ressentais le deuil aigu et tranchant de la perte de mon fils. Non pas qu'il soit mort, mais la version de lui que j'aimais. Le garçon aux genoux écorchés et le jeune homme qui avait promis de prendre soin de moi, ce Jonas avait disparu. À sa place se trouvait un étranger avec son visage, un homme dont la loyauté appartenait entièrement à Marie et aux ambitions qu'il nourrissait. La douleur a fait place à une clarté froide et inconfortable. J'ai cessé d'essayer. J'ai cessé d'essayer de participer aux conversations, d'offrir mon aide en cuisine, de chercher l'approbation dans leurs yeux. Je suis devenue une observatrice silencieuse dans ma propre maison ou dans la maison que j'avais achetée. Je prenais mes repas dans ma chambre, lisant un livre ou regardant simplement par la fenêtre le mur de briques de la maison voisine qui semblait un reflet de mon propre confinement. Je suis devenu un fantôme, hantant les couloirs que mon argent avait construits, et cela semblait leur plaire. Mon absence dans les pièces communes leur donnait plus d'espace, et la tension dans la maison diminuait, remplacée par une indifférence polie. Ils ont commencé à vivre comme si je n'étais pas là. Ils parlaient de projets de vacances auxquels je n'étais clairement pas invité, d'amis qui viendraient dîner et dont je ne savais que par l'odeur de la nourriture et le son de rires étouffés qui traversèrent le plafond. Un soir, la facture d'électricité était plus élevée. J'ai entendu Marie se plaindre à Jonas assez fort pour que je puisse l'entendre de ma chambre. « C'est ce chauffage que ta mère insiste à utiliser. Cette chambre est un puits de glace, mais la facture est exorbitante. » Le lendemain, j'ai trouvé le petit chauffage que j'avais acheté pour ma chambre humide éteint, le câble débranché. Personne n'a dit un mot. L'acte parlait de lui-même. Je me blottissais sous une couverture supplémentaire et je restais silencieuse. Chaque petite cruauté était une pierre de plus au mur qui grandissait entre nous. Je ne pleurais plus. Les larmes avaient séché, laissant derrière elles un désert de résignation. Où c'est ce que je croyais? La vérité est que, sous la surface calme, une rage glaciale commençait à se former, un instinct de survie que je ne savais pas posséder. J'étais chassé, et la proie, lorsqu'elle est acculée, apprend à se battre. Le tournant, le moment où la résignation s'est transformée en action, est arrivé un mardi, une matinée froide et grise, comme tant d'autres. Je me suis réveillé avant le lever du soleil, la vessie pleine et la gorge sèche. Je suis sorti de ma chambre sur la pointe des pieds, comme je le faisais toujours, pour ne pas les déranger. La maison était dans la pénombre, et le seul son était le ronronnement du réfrigérateur. Ma chambre était à côté de la cuisine. En passant devant la porte, j'ai entendu des chuchotements. La lumière de la cuisine était allumée. C'étaient eux, Jonas et Marie. Ils s'étaient aussi réveillés tôt. Je me suis arrêté, la main sur la poignée de la salle de bain, le cœur battant soudainement fort contre mes côtes. Leur voix chuchotée était intime, le genre de conversation que les couples ont lorsqu'ils se croient seuls au monde. « Je n'en peux plus, Jonas », dit la voix tendue et irritée de Marie. C'est comme avoir un fantôme dans la maison. Elle ne parle presque pas, reste cloîtrée dans sa chambre toute la journée. L'atmosphère est lourde. J'ai besoin de mon espace. « Je sais, mon amour, je sais », répondit la voix apaisante de Jonas. « Mon fils, sois juste un peu plus patiente, on y est presque. »« Presque ? Ça fait des mois, je veux commencer à décorer la chambre de bébé. Comment puis-je planifier une nurserie dans cette chambre humide et moisie? Sa chambre devait être notre bureau. Et maintenant c'est un sanctuaire pour une vieille femme triste. » La brutalité de ces mots me coupa le souffle. Je suis resté paralysé, le dos appuyé contre le mur froid du couloir, invisible dans l'obscurité. « Elle ne partira pas de son propre chef, » continua Marie. « Elle est têtue, et, franchement, elle n'a nulle part où aller. Elle le sait, elle nous utilise. » Me utilisant, l'ironie était tellement absurde que j'ai failli rire. « Alors on doit la forcer !» La voix de Marie s'abaissa encore, devenant complice. « Il faut rendre les choses plus inconfortables. »
Si elle trouve que c'est déjà difficile maintenant, on peut empirer les choses. On coupe son Wi-Fi. On commence à lui réclamer une contribution pour les factures. On dit qu'on a besoin de la chambre pour une urgence, qu'un de ses proches doit emménager. Un silence s'ensuivit. Un silence pendant lequel j'ai retenu ma respiration, priant, suppliant mon fils de dire non, qu'il défende la femme qui lui a donné la vie. Je priais pour le petit garçon qui m'avait un jour fait un collier de pâte pour la fête des mères. « Non !» dit Jonas, et mon cœur fit un bond. Mais ce qui suivit le brisa à jamais. « Non, c'est trop compliqué, et ça va créer encore plus de drames. Ça va nous faire passer pour des méchants auprès du reste de la famille. J'ai une meilleure idée. » Il fit une pause. J'entendis le bruit d'une tasse posée sur une soucoupe. L'entreprise ne va pas bien. J'ai contracté ce prêt pour essayer de sauver les choses en utilisant la maison comme garantie. Si j'arrête de payer les mensualités, la banque va entamer une procédure de saisie. Marie haleta. « Quoi? Jonas? On perdrait la maison? » « Non, pas si on arrive à ce point, expliqua-t-il patiemment. La banque enverra des mises en demeure, des lettres effrayantes. Je les lui montrerai. Je lui dirai « Maman, je suis désolé, l'affaire a fait faillite. On va perdre la maison que tu nous as aidé à acheter. On sera tous à la rue à cause de toi. » La culpabilité, la peur, elle ne pourra pas supporter. Elle prendra ce qu'il lui reste et trouvera un petit logement à louer, juste pour nous sauver. Elle partira de son propre chef, en pensant qu'elle est une héroïne. Et dès qu'elle sera partie, je régulariserai la situation avec la banque. On garde la maison, sans son poids. Simple et efficace. L'air me manqua. Je me suis appuyé contre le mur pour ne pas tomber. Ce n'était pas seulement de la cruauté ou de l'indifférence. C'était un plan, une conspiration calculée et froide, ourdie par mon propre fils pour me chasser de la maison que j'ai payée, utilisant la manipulation émotionnelle et la tromperie financière comme arme. Il utiliserait l'amour que je ressentais pour lui contre moi. Je suis resté là, dans l'obscurité, pendant un temps qui a semblé une éternité. Le bruit de mon sang pulsant dans mes oreilles était plus fort que leurs murmures. Ils ne savaient pas que la maison n'était pas seulement à leur nom. Ils ne savaient pas que, pour protéger mon investissement, l'avocat qui a supervisé la vente, sur l'insistance de M. Schmidt, le directeur de la banque, m'avait enregistré comme propriétaire de 49% du bien. Un détail qui, à l'époque, semblait une simple formalité, mais qui maintenant était tout. C'était mon unique arme. Je suis retourné dans ma chambre. Je ne suis plus allé aux toilettes. Le besoin physique avait disparu, remplacé par une certitude unique et accablante. Le deuil était terminé. La colère s'était transformée. À la place d'une mère au cœur brisé, quelque chose de nouveau était né. Une femme qui avait tout perdu, sauf sa dignité. Et elle se battrait pour cela. Je me suis assise au bord du lit dans la chambre sombre et froide. Leur plan résonnait dans mon esprit, clair et simple. La cruauté était à couper le souffle. Mais ils avaient commis une erreur. Ils m'avaient sous-estimé. Ils me voyaient comme une vieille femme triste, faible et sentimentale. Ils ne voyaient pas la femme qui avait survécu à la perte d'un mari, qui avait élevé un fils seul pendant de longues périodes, pendant que Manfred travaillait, qui avait géré une maison pendant 40 ans. Le soleil a commencé à se lever, projetant une lumière grise et faible à travers ma fenêtre. Ce n'était pas la lumière d'un nouveau jour, mais la lumière d'un champ de bataille. J'allais sortir de cette maison, oui, mais pas comme il l'avait prévu. Je ne sortirais pas comme une victime effrayée. Je sortirais à mes propres conditions. Et ils apprendraient, de la manière la plus dure, ce que signifiait sous-estimer la femme qui leur avait tout donné. La guerre avait commencé, et je n'avais pas l'intention de la perdre. La guerre qui a commencé ce matin-là gris n'a pas été menée avec des cris ou des accusations, mais avec le silence d'un prédateur et la précision d'un chirurgien. Pendant que Jonas et Marie continuaient leur petite cruauté, inconscient de ma transformation, je me déplaçais dans l'ombre. Mon premier appel a été pour M. Schmidt, le directeur de la banque. Il a écouté mon histoire, la voix calme et ferme de l'autre côté de la ligne, et quand j'ai terminé, il y a eu une pause. « Votre intuition était bonne d'enregistrer votre possession, Hélène, » a-t-il finalement dit, sur un ton respectueux, « et celle de Manfred aussi. Il m'a guidé pour les prochaines étapes. Le prêt de Jonas.
effectué de manière frauduleuse en utilisant la valeur totale de la maison comme garantie sans ma signature, était la corde avec laquelle il se pendrait lui-même. Avec les paiements en retard, la banque préparait déjà la notification. Tout ce que je devais faire était de ne pas intervenir. C'était de ne pas céder lorsque Jonas, inévitablement, viendrait à moi avec son histoire fabriquée d'échecs commerciaux et de pertes imminentes de notre maison. Et il est venu. Un soir, il s'est assis à la table de la cuisine avec moi pour la première fois depuis des mois. Ses yeux étaient rouges, son visage, un masque d'inquiétude. Il m'a montré la première lettre de la banque. « Maman, je ne sais pas quoi faire », a-t-il dit, la voix étranglée. « J'ai échoué. On va tout perdre. » Le vieux instinct maternel a crié en moi, l'envie de le serrer dans mes bras, de lui dire que tout irait bien, de trouver une solution. Mais alors, je me suis souvenu de la conversation à l'aube. Je me suis souvenu des mots, clairs et simples. J'ai regardé mon fils et je n'ai pas vu un homme désespéré. J'ai vu un acteur dans son meilleur rôle. « C'est terrible, Jonas », ai-je dit, ma voix sonnant calme et distante, même à mes propres oreilles. « Je suis désolé pour toi. » Et c'est tout. Je n'ai pas offert mon aide. Je n'ai pas offert mes économies restantes. Juste un regret poli. La confusion sur son visage était presque comique. Il ne s'y attendait pas. Son scénario ne prévoyait pas cette scène. Les semaines suivantes furent un supplice silencieux. Les lettres de la banque sont devenues plus pressantes. Le jeu d'acteur de Jonas et Marie est devenu plus désespéré. Ils parlaient de vivre dans la rue, de la façon dont le stress affectait la grossesse de Marie. Et j'ai tout regardé, le cœur enveloppé d'une couche de glace. Le dernier jour, lorsque l'huissier a remis la signification de saisie et d'expulsion, la réalité les a frappés comme une vague. Ils m'ont confronté dans le salon, les visages contorsionnés de colère et d'incrédulité. « Comment as-tu pu laisser cela arriver ?» a crié Marie. « Cette maison était l'avenir de ton petit-fils. Tu nous as regardés couler et tu n'as rien fait. »« Je n'ai rien fait ?» ai-je répondu, et pour la première fois, ma voix s'est élevée. « Je vous ai donné 180 000 €. Je vous ai donné mon avenir, ma confiance, et vous avez planifié de me tromper et de me mettre à la porte. Vous ne couliez pas. Vous mettiez en scène un naufrage et vous espériez que je me noie pour vous sauver. » La révélation que je savais tout les a laissés sans voix. À cet instant, ils ne m'ont pas vu comme une vieille femme faible, mais comme l'architecte de leur ruine. La vérité est qu'ils l'avaient eux-mêmes construite, brique après brique. La perte de la maison a été rapide et brutale. Et comme prévu par Jonas, l'histoire est arrivée à la famille et aux réseaux sociaux. Mais le récit était différent. C'était l'histoire d'une mère cruelle et vengeresse qui avait mis son propre fils et sa bru enceinte à la porte pour un petit désaccord. Des photos de Marie, la main sur le ventre, pleurant devant la maison volée, sont apparues en ligne. J'ai été peinte comme un monstre. Pendant un temps, je suis restée silencieuse, laissant la tempête numérique faire rage. Je suis restée dans un petit hôtel, utilisant le reste de l'argent que Manfred m'avait laissé. Puis, calmement, j'ai envoyé ma réponse. Ce n'était pas un post public, c'était un email envoyé à chaque membre de notre famille et à des amis communs. J'y ai joint une copie de l'enregistrement que j'avais fait sur mon téléphone portable ce matin fatidique, caché dans la poche de mon peignoir. J'ai joint des copies des documents bancaires, soulignant la fraude concernant le prêt. J'ai également joint une copie de l'acte de propriété, montrant mes 49% de parts. Je n'ai ajouté aucun commentaire. Les faits parlaient d'eux-mêmes. Le silence qui a suivi était assourdissant. Un à un, les appels téléphoniques ont commencé à arriver, des excuses de cousins, d'oncles et d'amis qui avaient cru à leurs mensonges. La dernière tentative de Marie fut la plus vile. Elle est apparue à mon hôtel, tenant son nouveau-né dans ses bras. Elle pleurait, disant qu'elle n'avait nulle part où aller, que le bébé était malade. Elle a demandé à rester avec moi, juste pour quelques nuits. Ses yeux, cependant, brillaient d'une malice perfide. Je savais ce qu'elle voulait, entrer dans mon espace, collecter plus de preuves, peut-être simuler un accident et me rendre responsable. « Non, Marie, ai-je dit, bloquant la porte. Votre fils ne mérite pas d'être utilisé comme un pion dans votre jeu. Cherchez de l'aide, mais vous ne la trouverez pas ici. » J'ai fermé la porte au son de ses cris et le lendemain, j'ai obtenu une ordonnance de restriction contre elle et Jonas.
La paix, cependant, n'est venue que lorsque j'ai décidé de raconter toute l'histoire, à ma manière. J'ai donné une interview au journal local. J'ai remis toutes mes preuves. L'article, intitulé « La promesse brisée », racontait tout. La communauté, qui auparavant me jugeait, débattait maintenant de la cupidité et de la trahison. Jonas m'a appelé une dernière fois. « Maman, je suis désolé », a-t-il sangloté. « J'ai fait une erreur, pardonne-moi. » Le son de ses pleurs ne m'a pas ému. C'étaient les pleurs d'un garçon pris en flagrant délit, pas le repentir d'un homme. Le pardon est quelque chose que vous devrez trouver par vous-même, Jonas. Mais vous ne le trouverez pas avec moi, ai-je dit, et j'ai raccroché. Puis, je l'ai bloqué. Avec l'argent de ma part, dans la vente forcée de la maison, j'ai acheté un petit appartement. Pas dans un quartier familier, mais sur la côte, dans une petite ville où je ne connaissais personne. Un endroit où le seul son qui remplissait le silence était celui des vagues se brisant sur la plage. La première chose que j'ai faite a été de consulter un avocat et de modifier mon testament. Mon patrimoine serait donné à une association caritative qui s'occupe des personnes âgées abandonnées. Le nom de Jonas a été effacé. Un soir, assise sur ma terrasse, regardant la mer infinie, j'ai reçu un dernier message de Marie. Nous avons tout perdu. Êtes-vous heureuse maintenant? J'ai regardé l'écran, les mots emplis de venin, j'ai regardé l'horizon où le ciel rencontrait l'eau, je n'étais pas heureuse, le bonheur était une émotion d'une vie passée, mais je n'étais pas non plus malheureuse, j'étais en paix, une paix conquise à un coût terrible, mais tout de même la paix. J'ai effacé le message sans répondre, le bruit de la mer était constant, puissant, il ne faisait pas de promesses, il était simplement. Il lavait le sable jour après jour, rendant tout neuf à nouveau. Et moi, Hélène, une femme qui avait traversé l'enfer de la trahison, j'étais enfin prête à faire de même. J'étais prête à recommencer, seule, mais entière.